J'ai découvert que la femme que je fréquente depuis 2 semaines est trans, et pour être honnête, je suis un peu paumé. Ma famille n'a pas toujours été pauvre. Mon père a un jour voulu rendre service à quelqu'un, et ça a terriblement mal tourné. C'est peut-être le pire retour de flamme que j'ai jamais vu. Après ça, pendant des années, on vivait à 5 avec à peine 1 000 $ par mois, parfois même moins. J'avais 2 sœurs, une plus âgée que moi, et une plus jeune. La situation est devenue si critique que j'ai dû commencer à travailler dès la 6e. Évidemment, mes notes en ont pris un coup, l'école est passée au second plan. J'ai toujours eu un meilleur ami, un camarade de classe, dont la famille est très riche et qui habite dans le même quartier. Il ne comprenait pas pourquoi je disparaissais tout le temps, pourquoi je ne venais plus jouer. J'avais trop honte de lui dire que je travaillais pour survivre, alors je lui ai juste dit que je bossais pour le fou. Il ne s'est jamais fâché contre moi, pas une seule fois. Et puis, pendant l'été entre la 4e et la 3e, un accident terrible a tout changé. Ma famille a eu un accident de voiture. Ils sont tous morts sur le coup, sauf ma petite sœur, qui est décédée à l'hôpital quelques jours plus tard. J'avais 13 ans. Et j'étais seul. Totalement seul. Quelques semaines plus tard, mon meilleur ami et son père sont venus chez moi un soir. Ils m'ont dit de faire mes valises. Je leur ai demandé pourquoi, et son père m'a répondu qu'il ne me laisserait pas vivre seul, que j'étais comme son fils. Et que je venais vivre avec eux. Mon ami était fou de joie. Il était le petit dernier, ses frères et sœurs avaient déjà quitté la maison. Il se sentait seul, et moi j'étais une présence. Une famille. Sa mère m'a accueilli comme un des siens. Elle m'a dit d'arrêter de travailler, que je devais me concentrer sur l'école. Ils m'ont même proposé des cours particuliers pour rattraper tout ce que j'avais raté. J'ai accepté. Je les aimais déjà. J'ai bossé dur. J'avais vu à quoi ressemblait une vie sans éducation, et je savais que je ne voulais pas ça. J'ai fini par être l'un des meilleurs élèves de ma promo. Aujourd'hui, je suis en 3e année de droit. À la fête des mères suivante, j'ai pris une décision. J'ai acheté des fleurs pour la tombe de ma mère, et pour toute ma famille. Puis j'ai acheté un cadeau et une carte à ma maman d'adoption, dans laquelle je lui demandais de m'adopter officiellement. Elle a dit oui. Ils m'ont adopté. Elle ne m'a jamais obligé à l'appeler maman, mais je le fais de moi-même, et elle aime ça. Et moi aussi. Je sais que ce n'est pas ma mère biologique. Mais elle m'aime, profondément, et je l'aime aussi. Mon père adoptif, lui aussi, je l'admire énormément. C'est un avocat, et c'est pour ça que j'étudie le droit. Aucun de ses enfants n'a suivi sa voie, alors il est fier. Et moi aussi. Mais ces derniers temps, une pensée me revient souvent. Et elle me dérange. Je réalise que, malgré l'horreur absolue de l'accident, ma vie aurait probablement été bien pire si ça n'était pas arrivé. Et rien que de penser ça, je me sens comme un monstre. J'aime encore ma famille de tout mon cœur. Il me manque tous les jours. Mais je me rends compte que, d'une certaine manière, cette tragédie m'a sauvé. Et je me sens affreusement coupable de ressentir ça. Mon fils m'a mis dans une situation complètement dingue. J'ai 30 ans, je suis un homme blanc, et j'ai un fils métis de 7 ans qui ressemble beaucoup à sa mère, qui est noire. C'est un gamin magnifique, vif, curieux, et je l'aime plus que tout. Dernièrement, il a découvert l'existence de l'esclavage. Je ne sais pas exactement comment le sujet est venu, peut-être un livre, un dessin animé, ou une conversation à l'école, mais il en a entendu parler et a posé des questions. Alors, avec sa mère, on lui a expliqué un peu les bases, en prenant 1000 précautions. On a filtré nos mots, essayé de rester simple et adapté à son âge, juste pour qu'il ait une idée sans être choqué. Le lendemain, il est allé à l'école, et a raconté à tout le monde qu'il était mon esclave. Littéralement. Il a annoncé ça en pleine classe, comme une vérité absolue. Évidemment, j'ai reçu un appel du professeur.
Il a fallu que je vienne m'expliquer. C'était gênant à un point difficile à décrire. Me voilà, assis en face de l'enseignante, en train de lui expliquer, tout rouge, qu'on avait récemment abordé le sujet à la maison, qu'on avait été prudent, qu'il avait sûrement mal compris, qu'on ne savait pas qu'il allait en parler à l'école. Et là, elle a éclaté de rire. Un vrai fou rire. Moi aussi, au bout d'un moment, j'ai fini par en rire, un peu nerveusement, pendant que mon fils, lui, souriait comme s'il venait de livrer la meilleure vanne de sa vie. Fier comme un coq. On a fini par en rigoler tous ensemble, mais sur le moment, j'étais à deux doigts de me cacher sous la table. Ce gosse est un petit clown, et parfois, il a le don de me mettre dans des situations improbables. Mais bon, je l'adore, même quand il me fout la honte devant toute une école. J'ai 41 ans aujourd'hui. Et cette histoire remonte à mes 19 ans, quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. On venait de se mettre ensemble. Un soir, on était en voiture, lui au volant, un de ses amis à côté de lui, et moi à l'arrière avec un autre de ses potes. Ce soir-là, sans prévenir, celui qui était à côté de moi a commencé à me caresser la jambe. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne sais même pas pourquoi. Et ce qui me trouble encore aujourd'hui, c'est que j'ai réagi positivement. Plus sa main montait, plus j'ai écarté les jambes, comme pour l'Y encourager. Pourtant, il n'y a jamais eu plus que des caresses au-dessus de mon Jean. Quelques semaines plus tard, on était à une soirée. Je suis sorti fumer une cigarette, et ce même ami m'a rejoint dehors. On discutait tranquillement, comme deux connaissances banales, quand il a glissé sa main sous ma robe et s'est mis à me caresser les fesses. Et on a continué à parler, comme si de rien n'était. On a fini nos clopes, et on est rentré à l'intérieur comme si c'était une soirée ordinaire. Et en réalité ça a continué comme ça. Pendant des années. Rien de sexuel dans le sens strict, pas de rapport, pas de baiser, pas de nudité. Juste ce geste, cet espace étrange qu'on s'est créé sans jamais en parler. Une sorte d'accord tacite. Quand on est seul, ou presque, il me touche. Je ne l'ai jamais vraiment repoussé. Parfois, c'est même moi qui ai provoqué le moment. Il y a eu une fois où je me suis assis sur ses genoux, et il a mis ses mains sur ma poitrine pendant que je bougeais légèrement sur lui. Ça n'a jamais dépassé ça. Et pourtant, ça n'avait rien d'anodin. Il y a eu d'autres fois aussi. Des soirées où je m'arrangeais pour me retrouver à côté de lui, juste pour sentir sa main se poser, pour lui laisser ce geste-là. Il ne m'a jamais touché directement sur la peau, ou seulement très rarement. Il ne m'a jamais embrassé, on n'a jamais franchi certaines limites. Mais à d'autres moments, quand il ne faisait rien, j'ai honte de l'avouer, mais j'étais déçu. On ne se voit presque plus aujourd'hui. 1 à 2 fois par an, tout au plus. Ce week-end, c'était la première fois en 3 ans. On était à un mariage. Il est passé devant ma chambre d'hôtel au moment où j'en sortais. On s'est croisés du regard. Je me suis arrêté. Il a juste tendu la main et m'a attrapé les fesses. Puis on est reparti ensemble en riant, comme si c'était une blague, comme si tout cela n'avait pas de poids. Mais ça en a. J'ai gardé tout ça pour moi depuis plus de 20 ans. Je n'en ai jamais parlé à personne. Et je ne sais même pas ce que j'en pense, au fond. Je ne sais pas ce que je ressens exactement. Il n'y a jamais eu de trahison flagrante, jamais de geste trop loin. Et pourtant, ce lien-là, je le porte encore avec moi. Je ne sais pas ce que j'attends en l'écrivant. Peut-être juste le besoin de le sortir. De ne plus être seul à le savoir. J'étais dans une situation vraiment compliquée financièrement. Au fil des semaines, j'ai perdu 20 kilos, sans même vraiment m'en rendre compte. C'était surtout dû au manque de nourriture. Je passais mes journées avec le ventre vide, j'essayais de tenir, mais mon corps s'affaiblissait. De temps en temps, j'en parlais à mon copain, pas pour me plaindre, juste pour ne pas me sentir seul. Je lui donnais des nouvelles de mon poids, comme une façon de partager ce que je vivais. Je lui avais demandé de ne rien dire à sa famille.
Je voulais garder ça entre nous. Mais un jour, il a compris que la situation était bien plus grave que ce que je laissais paraître. Et comme je ne réalisais même pas moi-même à quel point c'était alarmant, il a fini par en parler à ses proches. Quand il me l'a dit, j'ai fondu en larmes. Il pensait que j'allais lui en vouloir, peut-être même rompre. Mais en réalité, c'était tout le contraire. Sa famille a réagi avec une générosité que je n'oublierai jamais. Ils m'ont acheté des sacs pleins de nourriture. Des fruits, du pain, des plats cuisinés, de quoi remplir mes placards et mon frigo. Je me sentais gêné de les voir dépenser pour moi. Ce n'était pas de la fierté mal placée, juste un mélange de gratitude immense et de culpabilité. Le jour où j'ai mangé un vrai repas avec eux, un repas copieux, je me suis senti presque étrangère à cette sensation. J'avais oublié ce que ça faisait d'avoir le ventre plein. Mon corps n'a même pas su gérer, j'ai fini par vomir après, tellement c'était inhabituel. Mais aujourd'hui, je peux entrer dans ma cuisine et me faire quelque chose à manger, sans avoir à compter chaque bouchée. Je peux ouvrir un placard sans avoir le cœur serré. Et plus que tout, j'ai compris ce jour-là à quel point il m'aimait. Pas seulement mon copain, mais toute sa famille. Je les aime profondément, chacun d'eux. Je suis en larmes en écrivant ça, mais ce sont des larmes de soulagement, de reconnaissance. Il y a encore des gens bons dans ce monde. Des gens qui tendent la main sans rien attendre. Et lui, il m'a sauvé. J'avais environ 10 ou 11 ans quand quelque chose d'assez étrange m'est arrivé, sans que je m'en rende vraiment compte sur le moment. C'était pendant un grand repas de famille, un de ces jours où la maison déborde de monde et de bruit. Peut-être un anniversaire, peut-être Thanksgiving, je ne suis plus très sûr. Les adultes parlaient fort dans le salon, les enfants couraient partout, et moi je traînais autour de la table du dîner, un peu à l'écart, comme souvent. En passant trop près du coin de la table, j'ai ressenti une sensation inattendue entre les jambes. Un genre de frisson très agréable qui m'a surprise sur le coup. Évidemment, à cet âge-là, je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Pour moi, c'était juste une découverte rigolote. J'ai commencé à me frotter l'entrejambe contre la table. Et plutôt que de garder ça pour moi, j'ai eu la brillante idée de le montrer à tout le monde. Littéralement. Je suis monté sur une chaise, toute fière, et j'ai appelé mes parents, mes oncles, mes tantes, comme si j'avais une blague géniale à partager. Ils se sont tous approchés, un peu amusés, croyant que j'allais réciter une poésie ou faire un tour de magie. Sauf que non. Moi, pleine d'innocence, j'ai simplement refait le même geste sur le coin de la table, toute souriante, en expliquant à voix haute que ça faisait du bien. Le silence a été immédiat. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ma mère a changé de couleur, mon père a détourné les yeux, les adultes ne savaient plus où se mettre, et quelqu'un m'a très vite fait descendre de la chaise en m'éloignant gentiment mais fermement. Je me rappelle avoir vu mes cousins se retenir de rire ou me regarder sans comprendre. Moi non plus, je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal. J'avais simplement voulu partager un truc marrant, comme on le fait à cet âge-là, sans filtre. Cette histoire aurait pu rester enfouie à jamais. Sauf qu'il y a quelques jours, au cours d'un dîner en famille bien tranquille, mon frère a décidé de la ressortir devant tout le monde. Il a balancé ça avec un grand sourire, comme si c'était juste une vieille anecdote drôle. La table entière a éclaté de rire, pendant que moi, je restais figé avec ma fourchette à mi-chemin entre l'assiette et ma bouche. J'ai senti mes joues chauffer, exactement comme à l'époque. J'avais envie de disparaître sous la table. Aujourd'hui, je peux en rire un peu, mais il reste un fond de gêne que je ne saurais vraiment expliquer. C'est le genre de souvenir qui reste collé à toi, même des années plus tard, et qui revient te surprendre quand tu t'y attends le moins. J'avais matché avec une fille sur une appli de rencontre. On va l'appeler Sarah. Elle était drôle, super sympa, et clairement bien au-dessus de mon niveau. On a fait 2 rendez-vous, tous les 2 super cool, bonne ambiance, bons échanges. Et là, va savoir pourquoi, j'ai paniqué. Je sortais à peine d'une rupture pas franchement propre, et au lieu d'agir comme un adulte,
j'ai tout simplement disparu. Silence radio. Le bon vieux ghosting. Je sais, c'est nul. Je le reconnais. Mais sur le moment, je n'ai pas su faire mieux. Un mois plus tard, un pote m'invite à un barbecue. Je pose pas trop de questions, je prends une bière, je débarque tranquille en mode détente. Sauf que dès que j'arrive, je capte direct que c'est pas juste un petit barbecue entre potes. Non. C'est une méga réunion de famille. Des gamins qui courent partout, des vieux dans des chaises pliantes, une cinquantaine de personnes minimum. Trop tard pour faire demi-tour. Je commence à discuter avec des cousins de mon pote, histoire de m'intégrer, quand j'entends une voix derrière moi, « Ah tiens, t'es venu finalement. » Je me retourne. Sarah. Elle est là. Elle me regarde droit dans les yeux, et sans hésiter une seconde, elle balance « Oh mais c'est toi, le mec qui m'a ghosté. » Assez fort pour que tout le monde entende. Je te jure, c'est comme si quelqu'un avait mis pause sur la scène. Tout le monde s'est figé. Il y en a même qui ont lâché un petit « ouh » choqué. J'ai essayé de rigoler, genre « oups », mais Sarah n'avait pas du tout fini. Toute l'après-midi, elle m'a taclé dès qu'elle en avait l'occasion. Quand j'ai voulu me servir un burger, « T'as encore faim ?» Étonnant, je pensais que tu disparaissais au milieu des choses. Quand j'ai proposé de filer un coup de main pour ranger, incroyable, t'es encore là. Je croyais que tu t'évaporais après 2 interactions. Même sa grand-mère s'y est mise. Elle m'a regardé avec un sourire mi-moqueur mi-complice et m'a dit « Justine, c'est ça ? On a entendu parler de toi, jeune homme. » J'ai passé la journée à essayer de sauver les meubles, à m'excuser toutes les 10 minutes, à encaisser les piques en souriant. Un vrai supplice. Et pourtant, vers la fin de la journée, Sarah a commencé à rigoler. Elle a fini par se détendre, et on a fini par discuter tous les deux, un peu à l'écart. Le plus fou ? On s'est remis à se parler pour de vrai. Depuis ce jour-là, on ne s'est plus quitté. Oui, sa famille continue de me chambrer à chaque repas, et je sens que ça va durer encore un moment. Mais honnêtement, ça valait le coup. J'habite dans une grande ville américaine, et l'histoire remonte à septembre dernier. C'était un matin comme un autre, je partais bosser en voiture. La rue était calme, un petit quartier résidentiel sans trop de circulation. Et puis, sans prévenir, un type a surgi depuis le bord du trottoir et a failli me rentrer dedans. J'ai dû braquer sur la gauche pour éviter l'impact, c'était limite. J'ai ralenti, baissé ma vitre, pas pour l'engueuler, juste pour lui faire comprendre qu'un désolé aurait été la moindre des choses. Sa réponse ? 2 majeurs levés bien haut et un « Désolé que t'es une petite bite » lancé avec un sourire. Sur le coup, j'étais sidéré. Je ne sais pas ce que j'attendais, peut-être un haussement d'épaule, ou qu'il m'ignore. Mais pas cette agressivité gratuite. J'ai pris note de sa plaque, du modèle de sa bagnole, de la couleur, tout. Pas dans l'idée de me venger, pas tout de suite en tout cas. Mais je l'avais dans un coin de ma tête. Depuis, de temps en temps, je joue un peu avec ses nerfs. Rien de quotidien, je laisse passer du temps, histoire de ne pas être trop prévisible. Parfois c'est presque inoffensif, un ballon accroché à son rétroviseur, un petit mot tracé dans la buée du pare-brise, style « connard ». Et puis parfois, je pousse un peu plus loin. Je vide un sac à crotte de mon chien juste à côté de sa portière, où je balance des miettes de pain sur le capot, ce qui attire les oiseaux et, par effet domino, laisse sa voiture pleine de fientes. Je choisis toujours des moments discrets, tôt le matin ou tard le soir. Je porte une casquette, un masque, je vérifie les angles morts, au cas où il aurait une caméra. Je prends mes précautions. Je sais que c'est mesquin. Je suis parfaitement conscient que je ne règle rien, que je perds un peu de mon énergie là-dedans. Mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Le type aurait pu m'envoyer dans le décor ce jour-là, et au lieu d'assumer, il m'a insulté avec un mépris total. Depuis, je ressens comme une forme de justice à lui rendre l'appareil, à ma manière. Je suis pas stupide. Je sais qu'il finira peut-être par comprendre que ce n'est pas une simple série de coïncidences.
Peut-être qu'un jour je tomberai sur lui. Mais pour l'instant, tant que je suis invisible, je continue. Parce qu'il m'a montré qui il était ce matin-là, et franchement, je n'ai aucun scrupule à lui renvoyer un peu de ce qu'il donne aux autres. Hier soir, quelqu'un avec qui je parle depuis un moment est venu passer la nuit chez moi. J'étais seul à la maison, alors je l'ai invité à venir, juste pour passer un moment tranquille, fumer un peu, se poser, se faire des câlins. Rien de compliqué, juste une soirée douce. Une fois dans mon lit, on s'est installé l'un contre l'autre. Il faisait bien chaud sous la couette, on était bien. À un moment, je me souviens lui avoir dit que je devais aller aux toilettes avant de dormir. Et puis, sans que je m'en rende compte, j'ai dû m'endormir. Le lendemain matin, vers 8 heures, j'ai ouvert les yeux et là, j'ai compris tout de suite ce qui s'était passé. J'avais fait pipi dans le lit. Littéralement. J'étais en état de choc. Pendant 10 minutes, j'ai paniqué, complètement figé, en train d'imaginer comment j'allais pouvoir cacher ça. Mais il n'y avait pas de solution. C'était impossible. Alors j'ai dû me résoudre à le réveiller pour qu'il ne roule pas dedans sans faire exprès. J'étais morte de honte, mais sa réaction m'a bouleversé. Il a été incroyablement compréhensif. Il s'est levé, m'a aidé à retirer les draps, on a changé le lit ensemble. Pas une seule remarque déplacée, pas un regard bizarre. Juste de la bienveillance. On a remis des draps propres, puis on s'est recouchés tous les deux. Il m'a pris dans ses bras et on s'est rendormi encore quelques heures. Moi, j'arrêtais pas de m'excuser, je me sentais tellement mal. Mais lui, il n'a jamais perdu son calme. Il m'a dit que ce n'était pas grave, que ça pouvait arriver à tout le monde, et qu'en plus, ça lui était arrivé aussi, il n'y a pas si longtemps. Et malgré tout ça, malgré sa gentillesse, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il n'était pas un peu énervé, même s'il ne l'a pas montré. J'ai encore le ventre noué rien que d'y penser. C'est tellement gênant, je ne peux en parler à personne autour de moi. Je crois que j'avais juste besoin de poser ça quelque part, de l'écrire. Parce que pour moi, c'était humiliant. Mais lui, il m'a rassuré sans jamais me juger. Et ça, je ne l'oublierai pas. Il y a 2 nuits, ma réalité s'est littéralement effondrée. J'ai découvert une vidéo de l'homme que je fréquente depuis plus d'1 an. Une vidéo atroce, prise dans les rues de Londres. On le voit recevoir une fellation d'une femme manifestement en grande détresse, probablement toxicomane, perdue, vulnérable. Je n'arrive même pas à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. C'était irréel. Presque comme une scène de film. Mais c'était bien lui. C'était réel. Ce soir-là, après avoir fait ça, il est venu me retrouver. On a été intimes. Sans rien me dire. Il s'est glissé dans mon lit, dans mon corps, alors qu'il sortait de cette scène sordide, dégradante, dangereuse. Le pire ? Il a menti. Il m'a envoyé un message en disant qu'il avait du retard parce que quelqu'un s'était suicidé en sautant sur les rails du métro. Inventer une tragédie humaine pour couvrir un mensonge aussi sale, je crois que c'est ce détail-là qui m'a le plus glacé. Depuis le début de notre relation, j'avais été clair. Je lui avais dit que certaines choses intimes, comme lui faire une fellation, viendraient seulement quand on serait officiellement exclusif. Je pensais que c'était simple, respectueux. Il a choisi de passer outre. Il a préféré sortir dans la rue, donner de l'argent à une inconnue dans un état lamentable, plutôt que d'attendre ou d'être honnête avec moi. Il ne recevra jamais ce qu'il attendait de moi. Il ne méritait rien de ce que je lui ai déjà donné. Et je ne dis pas ça par vengeance ou par fierté mal placée. Je dis ça parce que j'ai compris qu'il n'avait ni respect, ni intégrité, ni conscience. Il se dit musulman. Il en parle souvent avec fierté. Il vient d'une famille pratiquante. Et pourtant, il n'a pas hésité à faire ce qu'il a fait, dans la rue, en secret, en mentant sans la moindre gêne, en trahissant ses valeurs et les miennes. Ça s'est passé le 4 février. Il y a 3 semaines. Je vis avec ça en silence depuis ce jour-là.
Je n'en ai parlé à personne. J'ai trop honte. Je me sens sali, manipulé, trahi. Et seul. Je ne cherche pas la pitié. J'ai juste besoin que ce soit dit quelque part. Je sais qu'un jour, je me relèverai de cette histoire. Mais pour l'instant, je suis encore au sol. La nuit dernière, j'ai failli me suicider. Et aussi improbable que ça puisse paraître, c'est un inconnu qui m'a sauvé, un inconnu qui m'a abordé pour du sexe. Ces dernières semaines, j'ai touché le fond. J'ai été trompé, et ça m'a brisé. Et hier, quelqu'un m'a volé mon téléphone. C'est idiot, mais ça a été la goutte de trop. Je fais des petits boulots qui dépendent entièrement de mon téléphone, je n'ai pas les moyens d'en racheter un, et tout s'est effondré d'un coup. Je me suis mise à marcher dans la rue, en larmes, en pleine nuit. Je marchais vers un pont, avec une idée fixe. Je n'avais pas de doute, pas de peur. Juste une lassitude immense. J'étais prête. Une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Je me suis dit qu'on allait peut-être me demander si j'allais bien. J'étais seule, une femme en larmes, la nuit, dans le froid. Mais non. L'homme m'a juste demandé si je voulais coucher avec lui. J'ai refusé, évidemment, et j'ai continué à marcher. Mais cette indifférence, ce cynisme, ça a comme validé ma décision. Comme si le monde confirmait que rien ne valait vraiment la peine. Puis une autre voiture s'est arrêtée. Un autre inconnu, tout aussi détaché. Il me demande si je veux m'amuser. À ce moment-là, je ne ressentais plus rien. J'étais gelé, fatigué, et je m'en fichais s'il me faisait du mal. Je lui ai dit, va m'acheter de l'alcool. Je ne comptais pas coucher avec lui, je voulais juste anesthésier ma tête, mon corps, et si possible qu'il m'emmène au pont, j'étais trop épuisé pour marcher encore. Il n'y avait aucun magasin ouvert. Alors, quelque chose en moi a lâché, et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit ce que j'étais en train de faire. Il a essayé de me convaincre de rentrer chez moi, il a sorti les phrases classiques, « Tu es jeune, tu as la vie devant toi ». Rien ne m'atteignait vraiment. Mais il ne voulait pas me laisser au pont. On a roulé pendant des heures. Je lui répétais que je voulais juste qu'il me dépose là-bas. Il refusait encore et encore. Et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais au fil de mes divagations, de mes mots désespérés, quelque chose a changé dans son regard. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait m'épouser, qu'on allait tout surmonter ensemble. C'était absurde, irréel, mais je crois que c'est cette absurdité qui m'a ralenti. Le surréalisme de la situation m'a sorti un instant de ma bulle noire. J'ai commencé à avoir froid, puis à me dire que mon lit me manquait. Que ce serait tellement mieux d'être au chaud, chez moi. Alors je lui ai demandé de me déposer près de chez moi. Il a accepté. Je suis rentré. J'ai enlevé mes chaussures. Je suis allé me coucher. J'ai dormi. Je suis encore là. Grâce à un inconnu. Un inconnu qui m'a abordé pour des raisons glauques, mais qui, d'une manière étrange et inattendue, m'a empêché de faire l'irréversible. Il y a 6 ans, mon meilleur ami d'enfance a perdu la vie dans un terrible accident de voiture, aux côtés de son père. Ils sont morts sur le coup. L'accident a été si violent que le corps de mon ami a été littéralement déchiqueté, sa tête complètement séparée du reste. C'était une tragédie insupportable. Il a laissé derrière lui sa sœur jumelle et leur mère, dévastées. Depuis qu'on était enfants, tous les trois, lui, sa sœur et moi, étions inséparables. Les gens nous appelaient souvent les triplés, tant on passait notre temps ensemble. Alors naturellement, après l'accident, j'ai tout fait pour être présent. Pour elle, pour sa mère. Je ne voulais pas qu'elle traverse cette douleur seule. Avec le temps, un lien plus profond s'est formé entre elle et moi. Rien de précipité. Juste 2 personnes qui partageaient un passé commun, un deuil commun, et qui se sont lentement rapprochées. On a commencé à passer plus de temps ensemble, au début pour se soutenir, puis simplement parce qu'on se sentait bien ensemble.
Ce qui était d'abord un réconfort est devenu quelque chose de plus fort. On est tombés amoureux. L'année dernière, je lui ai demandé de m'épouser. Elle a dit oui. On se marie en juin. C'est la femme de ma vie, et je n'aurais jamais imaginé que l'amour pourrait naître dans un contexte aussi sombre. Et pourtant, aujourd'hui, je suis profondément heureux. Il y a une part de moi qui pense à lui chaque jour. À son père aussi. J'aurais tellement aimé qu'il soit là, qu'il puisse voir le chemin parcouru, qu'il sache qu'elle est aimée, qu'elle est en sécurité, qu'elle est entourée. Je suis certain qu'il serait fier d'elle, et j'espère, quelque part, qu'il nous voit. Sa mère aussi a trouvé quelqu'un. Elle s'est remariée avec un homme bien, quelqu'un de respectueux, qui était un ami proche de son mari disparu. Il ne remplace personne, mais il a su reconstruire un équilibre dans leur vie, avec délicatesse et sincérité. Notre histoire est née dans la douleur, mais elle est devenue quelque chose de beau. Et même si l'absence est toujours là, l'amour l'est aussi. Fort, vrai, solide. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 10 ans. C'est entièrement de ma faute, et je n'aurais jamais dû exploser comme je l'ai fait. C'est quelque chose qui me ronge encore aujourd'hui. Si je pouvais revenir en arrière, je n'hésiterais pas une seule seconde à tout changer. J'avais 16 ans à l'époque. Un nouveau garçon venait d'arriver dans notre lycée. Moi, j'étais à fond dans Minecraft à ce moment-là, et je me souviens que le jour où je l'ai remarqué, il portait un t-shirt du jeu. Je n'avais pas vraiment de partenaire de jeu, alors j'ai tenté d'engager la conversation avec lui. Il était très timide au début, mais quand j'ai complimenté son t-shirt et que je lui ai demandé s'il jouait, son visage s'est illuminé. On a appris à se connaître un peu et on a décidé de jouer ensemble. On a joué plusieurs fois, on s'amusait bien. Mais au bout d'un moment, je me suis lassé, j'ai commencé à sortir plus souvent avec mes potes dehors. Eux, ils ne l'aimaient pas trop, donc on ne l'a jamais invité à se joindre à nous. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à devenir un peu insistant. Il m'envoyait souvent des messages pour rejouer. Même quand je répondais non, il revenait à la charge. Il avait aussi demandé à rejoindre notre groupe plusieurs fois, et même si, moi, je ne m'y opposais pas vraiment, certains dans le groupe ne voulaient pas de lui. Alors j'ai suivi le mouvement. Puis il s'est mis à me suivre un peu partout, à me parler tout le temps. Il me parlait de mèmes, de vidéos YouTube, de Minecraft, encore et encore, sans vraiment me laisser répondre. 10 minutes non-stop parfois. Et plus il parlait, plus je m'agaçais intérieurement. Je n'osais pas lui dire gentiment de me laisser tranquille, alors l'agacement s'est accumulé. J'étais juste incapable de lui dire stop de manière calme. Et un jour, j'ai craqué. Ce jour-là, j'avais passé une mauvaise journée, et tout ce que j'avais gardé en moi est ressorti d'un seul coup. On était à l'arrêt de bus, il m'a rejoint et a commencé à discuter comme d'habitude. Et là, j'ai explosé. Je lui ai balancé. Ferme-la. J'ai jamais été ton ami, on a juste joué à Minecraft quelques fois. Tu es super chiant, et personne ne t'aime. Le lendemain, notre professeur m'a convoqué. Il m'a dit qu'il s'était suicidé. Mon monde s'est écroulé. J'ai su tout de suite que ce que j'avais dit la veille était la cause. Je lui avais enlevé quelque chose de précieux, et je ne l'ai compris que trop tard. J'ai été invité à ses funérailles. Ses parents sont venus me parler, avec une dignité et une gentillesse que je ne méritais pas. Ils m'ont expliqué que leur fils était autiste, et qu'il avait toujours eu énormément de mal à se faire des amis. Il adorait Minecraft, c'était une vraie obsession pour lui. Et depuis qu'il jouait avec moi, il parlait sans cesse de son meilleur ami. Pour eux, j'étais son ami, le seul. Je ne le savais pas. Je n'avais pas compris. Mais ça n'excuse rien. J'ai brisé quelque chose ce jour-là. Quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Et je vis avec ça depuis 10 ans. Je n'ai plus jamais touché à Minecraft depuis. Je n'ai jamais pu. Aujourd'hui, ça fait exactement 10 ans. Et je devais l'écrire quelque part. Parce qu'en toute honnêteté, c'est moi qui aurais dû partir, pas lui.
J'ai 42 ans. J'ai été musulman toute ma vie. J'ai une femme et un fils magnifiques. Il y a 2 ans, jour pour jour, mon fils a commencé à me montrer des signes. Il se peignait les ongles, parlait différemment, avait des attitudes que je ne comprenais pas vraiment. Mais il restait discret. Il savait que, dans le pays où nous vivions à l'époque, être gay n'était même pas une option. Pas un sujet. C'était quelque chose de dangereux, parfois même mortel. Un soir, il m'a demandé de m'asseoir. Il avait ce regard que je n'oublierai jamais. Il tremblait, il transpirait, il avait peur. Une peur que je n'aurais jamais voulu voir dans ses yeux, surtout pas à cause de moi. Et là, il m'a dit, « Papa, j'aime les garçons. » Il m'a dit que j'étais le tout premier à qui il osait en parler. Qu'il n'avait confiance qu'en moi. Je ne vais pas mentir. Sur le moment, j'ai été déstabilisé. Élevé dans la tradition, dans la religion, j'avais toujours rêvé qu'il suive le même chemin, qu'il construise une famille musulmane, qu'il perpétue ce que moi-même j'avais reçu. Mais ce jour-là, j'ai compris quelque chose de plus grand. Je suis son père. Mon rôle n'est pas de le façonner à mon image, mais de l'aimer comme il est. Et je ne pouvais pas prétendre aimer Allah plus que mon propre enfant. Ce serait me mentir, et mentir à Dieu. Alors, dans le mois qui a suivi, ma femme, mon fils et moi avons pris une décision. Nous avons dit à notre entourage que nous partions pour des raisons professionnelles. C'était faux. Nous fuyions. Car je savais que s'il restait, mon fils n'aurait aucun avenir. Il aurait été rejeté, insulté, peut-être bien pire encore. Chez nous, ce qu'il est, c'est un motif d'exclusion, de condamnation, parfois même de mort sociale ou physique. Alors on est parti. On a économisé, trouvé les moyens, et on a réservé un aller simple pour le Canada. Depuis, on vit ici. Mon fils a maintenant 16 ans. Il va bien. Il a un copain. Je ne comprends pas toujours tout, je ne suis pas encore à l'aise avec tout, mais j'essaie. J'apprends. Je suis là. Ma femme ne porte presque plus le hijab. Moi, je n'ai pas prié depuis que nous avons quitté le pays. Peut-être qu'Allah me pardonnera. Ou peut-être pas. Mais pour être honnête, je ne le souhaite plus vraiment. Je n'ai pas quitté Dieu avec haine, je suis juste parti avec mon fils. Et je ne regrette rien. Je l'aime. Et je veux qu'il le sache. J'ai regardé ma mère mourir, en faisant semblant de dormir. C'était il y a quelques années, mais ça continue de me hanter chaque jour. Ma mère avait un cancer. Un cancer agressif, qui l'avait terrassée en quelques mois. Vers la fin, elle était installée dans un lit médicalisé au milieu du salon. J'avais 17 ans, et mentalement, je me déconnectais de tout. Je crois que je ne savais pas comment gérer ce qui se passait. Je me sentais vide, dépassé, et terrifié. Une nuit, je me suis réveillé en entendant des bruits étranges. Elle avait du mal à respirer. Je l'entendais lutter, comme si elle s'étouffait doucement. C'était un bruit glaçant, qu'on n'oublie pas. Mais je ne me suis pas levé. Je suis resté dans mon lit, immobile, les yeux fermés, à faire semblant de dormir. Je ne sais même pas pourquoi. J'étais terrifié. Figé. Une partie de moi espérait, peut-être, que quelqu'un d'autre allait se réveiller. Que ce n'était pas à moi d'agir. Que ce n'était pas réel. Je n'étais pas prêt. J'étais juste un gamin perdu dans une situation beaucoup trop grande pour lui. Elle est morte cette nuit-là. Seule. Depuis, cette scène me revient sans cesse. Et avec elle, la même question, et si je m'étais levé? Et si j'avais appelé quelqu'un, pris son pouls, allumé une lumière, est-ce qu'elle serait encore en vie? Ou au moins, est-ce qu'elle aurait pu partir en sentant que quelqu'un était là, avec elle? Personne ne sait que j'étais réveillé. Tout le monde pense que j'ai dormi toute la nuit, que je n'ai rien entendu. Je n'en ai jamais parlé à personne. Je ne sais pas si je dois garder ce secret, ou tout avouer. Je n'ai rien fait par méchanceté. C'était la peur.
la panique, l'impuissance. Mais la culpabilité, elle, est restée. Et je me demande, est-ce que ce genre de faute se pardonne? Est-ce qu'un jour, la douleur s'allège? Ou est-ce qu'on vit avec ce poids jusqu'à la fin? Cela fait maintenant presque 11 ans qu'un homme m'a utilisé dans son suicide. À l'époque, j'avais 22 ans. J'étais pleine de vie, joyeuse, légère, avec toute l'existence devant moi. Ce soir-là, après le travail, je prenais la route pour aller chez ma meilleure amie. Il était environ 21 heures. J'étais sur Buford Highway, à Atlanta, en Géorgie. Et puis, en passant sous un pont, un homme sans abri, manifestement en détresse mentale, sous l'emprise de l'alcool et de drogue, a sauté. Juste au moment où ma voiture passait. Son corps a percuté ma voiture de plein fouet. Sa tête a traversé le pare-brise côté passager. Ses jambes sont entrées par la vitre, juste à côté de mon visage. Il y avait du verre partout. Et du sang. Je me souviens que le monde s'est figé d'un seul coup. J'ai appelé le 911, mais j'étais en état de choc. Je ne pouvais que hurler. J'ai ouvert la portière, je me suis traîné jusqu'à lui. J'ai essayé tout ce que je connaissais. Mais ça n'a pas suffi. Il s'est vidé de son sang. Il est mort là, devant moi. Les pompiers sont arrivés en premier. Ils m'ont attrapé, m'ont couverte, m'ont protégé. Moi, je criais seulement « Aidez-le ». Mais c'était trop tard. Il était déjà parti. Je suis resté là, figé, pendant ce qui m'a semblé des heures, jusqu'à ce que le corbillard vienne récupérer son corps. 11 ans ont passé. J'ai une famille aujourd'hui. Une vie, une apparence de normalité. Mais chaque nuit, en fermant les yeux, je revois tout. Encore. 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 Tous les détails. Les images. Les sons. L'odeur. L'impact. Et surtout ce vide, ce silence lourd après le choc. Je revis ça chaque nuit depuis bientôt 11 ans. Je n'en peux plus. Je ne peux plus vivre avec ce poids dans le cœur, ce souvenir dans le crâne. Alors voilà. C'est ma tentative de me libérer. De poser ces mots ici, dans l'espoir qu'ils m'allègent un peu. Que je puisse enfin respirer sans entendre le verre brisé dans ma tête. Que je puisse m'endormir un soir sans revoir son corps dans ma voiture. Que je puisse pardonner à cette nuit de m'avoir tout volé, sauf la vie. C'est moi. Et c'est ma manière, aujourd'hui, d'essayer de me sauver. Je suis prof d'histoire au lycée, mais je donne aussi un cours optionnel de cinéma et analyse. En gros, mes élèves regardent des films et rédigent des fiches. Pendant ce temps, moi, je suis assis au fond de la classe à jouer à Candy Crush ou à mater des vidéos YouTube. Parmi mes élèves, j'ai un certain Drew. C'est le cliché parfait du petit con de seconde. Il y a 2 mois, il s'est fait choper pour avoir frappé un élève de 6e. Le gamin est reparti avec le bras cassé. Et le pire, c'est que Drew avait l'air fier de lui. Quand le 2e semestre a commencé le mois dernier, devinez qui s'est retrouvé dans le même cours? Drew est le grand frère du gamin qui l'a tabassé. Le frère s'appelle Jérémy, il est en terminale. Jusque-là, il s'était juste lancé quelques regards, rien de plus. Aujourd'hui, on regardait Jurassic Park en classe. À un moment, je crois que Drew a balancé une remarque à Jérémy sur son petit frère. Jérémy a répondu, et Drew a lâché un « fais-moi peur » ou un truc du genre. J'ai hésité à intervenir, à leur dire de se calmer, mais je ne l'ai pas fait. Jérémy s'est levé et a commencé à lui mettre une vraie raclée. Et pas juste une claque ou 2. Il l'a cogné pendant plusieurs bonnes minutes. Je leur ai dit d'arrêter, mais sans vraiment élever la voix. Drew est resté la tête baissée pendant toute la fin du cours. Il avait le visage gonflé, l'œil noir qui commençait à se former, la lèvre éclatée. On aurait dit une citrouille. Je dois reconnaître un truc à Drew, il n'a pas balancé.
Il a été envoyé à l'infirmerie puis renvoyé chez lui, mais il n'a rien dit sur Jérémy. J'imagine qu'il a compris la leçon. Se faire éclater devant toute la classe, ça doit faire réfléchir. Surtout quand on est le mec qui jouait les durs 2 mois plus tôt. Qui sait, peut-être qu'il retiendra quelque chose de cette séance ciné. J'ai fait semblant d'être bisexuel pour décrocher une promotion. Il y a quelques mois, un cadre senior de mon entreprise a annoncé sa démission. Il est gay, et une rumeur a commencé à circuler, son remplaçant serait, apparemment, aussi issu de la communauté LGBTQ, histoire de respecter une certaine forme de quota. Je n'ai jamais su si c'était vrai ou non, mais ce poste venait avec une augmentation de salaire de 40 000 €. Alors forcément, j'ai commencé à réfléchir. Un événement d'entreprise approchait. Un de mes amis a un frère gay, très sympa, et je lui ai demandé s'il accepterait de jouer le jeu. On s'est pointé ensemble, je le tenais par la taille, il me lançait des regards complices, on avait même inventé une petite histoire sur notre rencontre. Il était parfait dans le rôle. On nous a trouvés adorables, on nous a complimentés toute la soirée. Bref, la mise en scène était impeccable. Un mois plus tard, j'ai passé l'entretien pour le poste. Et je l'ai eu. Je ne sais toujours pas si mon orientation supposait à jouer un rôle ou non, mais bon, le résultat est là. Depuis, on a rompu. Tragique séparation, évidemment. On reste en bons termes, lui et moi, on se marre encore de toute cette histoire. Et moi? Je suis dans mon nouveau poste, avec mon nouveau salaire. Est-ce que c'était moralement discutable? Peut-être. Est-ce que ça a marché? Absolument. J'ai décidé que j'allais passer à tabac mon frère. Il a 3 enfants. Le plus jeune a 9 ans, et ça fait une bonne partie de sa vie qu'il se bat contre le cancer. Et là, la maladie est revenue, violente, impitoyable. Il est en soins palliatifs maintenant. On ne nous dit pas exactement combien de temps il lui reste, mais on sait tous. Ce ne sera pas long. Et mon frère? Il est totalement absent. C'est moi qui suis là, chaque jour, depuis janvier. Moi, l'oncle. Je suis celui qui veille, qui parle au personnel, qui tient la main de ce petit corps fatigué quand il s'endort. Eux, les parents, se sont dit que puisque tonton Bobby gère, ils peuvent se concentrer sur les 2 autres enfants. Je peux comprendre qu'ils fuient. On ne veut jamais imaginer son enfant mourir. Mais ne pas venir? Ne pas rester à ses côtés? Ne pas lui dire au revoir tant qu'il est encore là. Ça dépasse l'entendement. Mon frère passe ses journées défoncées. Il plane sous les médocs. Je ne sais pas comment il va réagir quand son fils va mourir. Peut-être qu'il ne réalisera même pas. Il me remercie parfois. Il me dit merci d'être là pour son fils. Comme si je faisais ça pour lui. Non. Je suis là pour mon neveu. Pour ce petit garçon qui ne m'a rien demandé, sauf de ne pas être seul. Je ne lui donne plus de nouvelles. Ça ne sert à rien. Mon neveu dort presque tout le temps maintenant. Il ne passera sans doute pas le mois prochain. Et moi je suis à bout. Alors j'ai pris ma décision. Le jour où mon neveu partira, je vais cogner. Je vais frapper mon frère. Je vais lui faire sentir physiquement ce qu'il refuse de ressentir. Parce qu'il ne mérite pas de s'en sortir indemne. Il ne mérite pas de fuir cette douleur sans la regarder dans les yeux, sans l'assumer. Je sais que ça ne ramènera rien. Que ça ne changera rien. Mais je ne peux pas le laisser s'en tirer avec un simple silence et une larme molle à l'enterrement. Il doit ressentir au moins une fois ce que ça fait d'avoir le cœur déchiré. Mon ex-compagne avait des implants mammaires. Ils étaient très réussis, naturels visuellement, et franchement, ils lui allaient bien. Elle les avait fait bien avant qu'on se rencontre, et je n'ai jamais eu de problème avec ça. Je soutiens totalement l'idée que chacun fasse ce qu'il faut pour se sentir bien dans sa peau. C'est pour ça que je ne lui ai jamais avoué que,
pendant nos moments intimes, je ne les appréciais pas du tout. C'était comme toucher deux gros balles anti-stress rigides, qui ne bougeaient presque pas, sauf si elles faisaient des jumping jacks. Et pour moi, ça cassait complètement l'élan, le plaisir, l'émotion que je pourrais ressentir pendant les préliminaires. Honnêtement, j'aurais préféré qu'elle soit complètement plate plutôt que d'avoir ces implants figés. Mise à jour. Elle a fini par me poser des questions sur mon manque d'enthousiasme pendant les moments d'intimité. Ça a ouvert la boîte de Pandore. Il y avait beaucoup plus de tension, de non-dits, de frustration des deux côtés que ce qu'on pensait. On a décidé de mettre la relation en pause, mais ça a duré moins d'une journée. On a été honnête, on a pris la décision la plus respectueuse, mettre fin à notre relation, pour de bon. Je suis soulagé. Triste aussi. Parce qu'implant ou non, c'était ma personne préférée. Peut-être qu'un jour, on pourra être amis. Mais en tant que couple, ce n'est plus possible. Je ne répondrai pas à des questions sur ces implants, ni sur les autres raisons de notre rupture. Ce message est pour moi. Pour prendre du recul. Pour faire le point. Pour essayer de comprendre ce que je veux vraiment, profondément, dans une relation. Aujourd'hui, j'ai eu le dernier mot face à mon frère et sa femme. En 2009, pendant la crise immobilière, j'ai acheté une maison de 4 chambres à Newport Beach pour 350 000 $. Aujourd'hui, elle vaut 1,75 million. Une belle affaire. À l'époque, j'ai proposé à mon frère et sa femme d'emménager dans la maison. Je leur fais payer un loyer réduit, 2 500 $, alors que je pourrais facilement en tirer 7 000. Mais j'ai accepté surtout pour mes 3 neveux. Ils vivent dans un bon quartier, vont dans une bonne école, et moi je profite de les voir grandir. Le souci, c'est ma belle-sœur. On ne s'entend pas, du tout. Récemment, on s'est disputé parce qu'elle voulait faire emménager sa sœur et son beau-frère chez moi. J'ai dit non. Clairement. Je subventionne déjà leur vie, il est hors de question que je commence à subventionner sa famille aussi. Le bail est clair, tout nouveau résident doit avoir mon approbation. Elle le savait. Ce qui m'a toujours dérangé, c'est qu'elle ne m'a jamais remercié. Pas une seule fois. Pourtant, c'est elle qui profite le plus de cette situation. Elle ne travaille même pas, grâce au loyer réduit. Et elle agit comme si c'était normal. Mon frère, évidemment, a pris son parti. Alors j'ai pris une décision. J'ai modifié mon testament. Avant, je comptais lui laisser la maison si je venais à mourir. Plus maintenant. Désormais, si je meurs, la maison devra être vendue, et les bénéfices seront partagés équitablement entre mes 3 neveux. Pas un centime n'ira à leur mère. Quand mon frère a appris ça, il est venu me demander pourquoi. Je lui ai répondu simplement, pour que ta femme ne mette jamais la main sur ma maison. Si je la laissais à toi, elle finirait par en hériter. Et ça, c'est non. Pas après tout ça. Je ne suis pas attaché à cette maison. Mais je refuse catégoriquement qu'une personne ingrate la récupère comme si elle avait gagné au loto. Ça, jamais. Alors maintenant, ils sont un peu tendus. Leur sécurité financière est moins solide qu'ils le pensaient. Mais ils ne peuvent ni acheter ni louer ailleurs à ce prix-là. Ils savent qu'ils sont coincés. Et moi, je sais qu'ils ont enfin compris que ma patience avait des limites. J'ai mis 6 thérapeutes mal à l'aise au point qu'ils ont tous fini par me rediriger vers quelqu'un d'autre. J'ai vécu beaucoup de choses. Du lourd. J'ai commencé la thérapie à 15 ans, en pointillé, selon les périodes. J'ai vu 6 professionnels différents. À chaque fois, je leur ai confié un peu de mon passé. Pas les détails, juste des aperçus. Et presque systématiquement, ils devenaient silencieux, figés, comme s'ils ne savaient plus quoi dire. Certains m'ont regardé avec les larmes aux yeux. 2 ont carrément pleuré. Puis venait ce moment gênant où, avec beaucoup de tact ou parfois pas du tout, ils m'expliquaient qu'ils ne se sentaient pas les mieux placés pour m'accompagner.
qu'ils allaient me diriger vers un autre thérapeute, plus spécialisé. Et je repartais. Encore. C'est dur de ne pas le prendre personnellement. Je me demande souvent, est-ce que ce que j'ai vécu est à ce point insupportable à entendre? Est-ce que mon histoire est trop inconfortable pour que même des professionnels puissent la porter? Je peux dire ça sans entrer dans les détails, mais j'ai grandi dans une secte pendant quelques années. J'ai été agressé sexuellement très jeune, à répétition, par un soi-disant ami de la famille. Mon environnement familial était viol, bruyant, chaotique, au point que les voisins appelaient la police pour signaler les cris. Tout ça, c'est resté. Parfois, mon cœur est si lourd que j'ai l'impression qu'il s'enfonce en moi. Et pourtant, de l'extérieur, on ne voit rien. Je corresponds aux critères de beauté dits classiques, je vis dans un pays où j'ai accès à la sécurité, à un toit, à un certain confort. Et cette apparence aide, elle m'aide à garder une distance, à continuer à avancer, à ne pas être réduite à mon passé. Mais c'est aussi ça, parfois, qui me rend invisible. Parce que je vais bien en apparence, on oublie ce que je porte. Et moi, j'ai peur de me montrer entièrement. J'ai peur que si je dis tout, ou même juste un peu plus, on ne voit plus que la fille cassée, qu'on me regarde avec cette pitié étouffante que je ne veux pas. Je ne cherche pas qu'on me plaigne. Vraiment pas. Je vais mieux aujourd'hui. Mais j'avais juste besoin de le dire, quelque part. De dire que ce genre de parcours existe. Que parfois, même ceux qui vont bien sont pleins de choses qu'on n'entend jamais. Beaucoup de gens pensent que je suis super doué avec l'argent. J'ai un peu d'épargne de côté, pas de dettes importantes, je ne me plains jamais trop de mes finances. Alors forcément, on me demande souvent des conseils, comme si j'avais tout compris à la gestion financière. Mais la vérité? Je ne suis pas un génie de la finance. J'ai juste eu quelques sacrés coups de bol. Et parfois, j'ai l'impression d'être un peu un imposteur quand on me pose des questions là-dessus. Il y a quelques semaines, j'ai eu un premier coup de chance inattendu, j'ai gagné 9 000 € sur un pari sportif sur Stack. Rien de révolutionnaire, mais ça m'a donné une vraie bouffée d'air au bon moment. Et au lieu de tout claquer, j'ai fait le choix de rester prudent, une partie en épargne, un petit investissement, et sinon j'ai continué à vivre comme si rien n'avait changé. Depuis, j'ai eu d'autres moments de chance similaires. Aujourd'hui, je suis dans une situation plutôt confortable, pas riche, mais sans le stress constant des fins de mois. Et pourtant, quand on me demande comment je fais pour si bien gérer, je suis toujours un peu mal à l'aise. Parce que la vérité, c'est, j'ai eu de la chance. Je ne m'en vante pas, je ne me plains pas non plus, mais je me sens parfois bizarre de laisser croire que je suis super organisé ou stratège, alors que je me suis juste trouvé au bon endroit au bon moment. Et en même temps, je sais à quel point c'est frustrant, voire insultant, d'entendre « faut juste être chanceux » comme conseil financier. Alors, souvent, je souris et je laisse les gens penser que j'ai tout bien planifié. Je me demande parfois si je devrais être plus honnête à ce sujet. Ou si ça ne ferait que rendre les conversations encore plus gênantes. J'étais un surdoué, un de ceux qui cochent toutes les cases, qui bossent comme des malades et qui visent toujours plus haut. Jusqu'à ce que je craque. En 2015, je me suis retrouvé impliqué dans une enquête fédérale. Un vrai cauchemar. Heureusement, j'ai pu faire disparaître les preuves les plus graves avant que les flics frappent à la porte avec leur mandat. Si je ne l'avais pas fait, je serais probablement encore derrière les barreaux. Petit conseil, même si c'est moralement douteux, si les flics débarquent, ne laissez rien traîner. Comme ils n'ont pas mis la main sur les éléments principaux, mon affaire est passée au niveau de l'État. Et là, ils ont traîné à me poursuivre. 2 ans sans nouvelles. Je savais que le couperet finirait par tomber, et que ce serait un crime. Alors j'ai quitté mon taf dans la fonction publique, ils auraient été immédiatement prévenus si j'avais été arrêté, et j'ai dégoté un poste dans le privé avant que mon casier n'existe officiellement. Finalement, j'ai été arrêté, j'ai plaidé coupable, et j'ai écopé de 5 ans de probation. Sauf que je savais pertinemment que je n'allais pas tenir 5 ans.
J'ai tenu 1 an avant de violer ma probation. Résultat, direction prison pour 4 ans. J'en ai fait 18 mois. À ma sortie, j'ai trouvé un boulot comme comptable dans un entrepôt miteux. Ils ont même pas fait de vérification de casier. Ils m'ont vu comme le petit blanc qui saurait gérer l'argent et qui fermerait sa gueule sur les magouilles internes. Et ouais, j'ai même triché sur leurs impôts. 1 an plus tard, ils ont coulé, et moi j'ai été viré. Et là je me suis dit, je vais tenter les boîtes corporate. J'ai un peu modifié l'orthographe de mon prénom, changé mon année de naissance, et ça a passé les vérifs. Mais ce à quoi je m'attendais pas, c'est qu'ils me demandent une pièce d'identité. J'ai fini par acheter un faux passeport bien clean, avec une date d'expiration lointaine. Et devine quoi? Ils l'ont accepté, sans broncher. Hier, mon PDG m'a appelé. J'ai cru que j'étais grillé. En fait non, il voulait me féliciter pour mes 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Pas un souci avec les impôts. Même quand je bossais sous un faux prénom dans l'entrepôt. Sans le boulot, je serais sûrement mort aujourd'hui. Personne ne m'a tendu la main. Pas un. Ceux qui le pouvaient se sont contentés de regarder de loin. Et aujourd'hui, ce sont eux qui viennent me demander des faveurs. Mon harceleur d'enfance va épouser ma petite sœur. Et je le vise très mal. Quand j'étais gamin, j'ai été harcelé pendant des années par un gars plus vieux et bien plus costaud que moi. Ce n'était pas juste des moqueries ou des petits coups dans le dos. Il me passait littéralement à tabac, pendant des heures parfois. Il me frappait, il me faisait tomber, il s'asseyait sur moi pendant de longues minutes, et vu qu'il faisait plus du double de mon poids, j'en garde des séquelles physiques aujourd'hui, notamment au dos. Je ne sais même pas comment j'ai survécu à tout ça, honnêtement. Ce harcèlement a ravagé ma confiance en moi, surtout pendant l'adolescence. J'ai dû faire des années de thérapie pour commencer à remonter la pente. C'était pas juste un mauvais moment, c'était un traumatisme. Puis, en arrivant au collège, il a changé. Il est devenu populaire, ambitieux. Aujourd'hui, il a réussi, et il est fiancé à ma petite sœur. Oui. L'homme qui a ruiné mon enfance va faire partie de ma famille. Quand j'ai appris qu'ils étaient ensemble, je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise. Elle m'a répondu qu'il avait changé, qu'il regrettait sincèrement, et qu'il avait essayé de s'excuser plusieurs fois. Elle m'a dit qu'il était jeune et bête à l'époque. Qu'il la traite super bien aujourd'hui. Et c'est vrai, je le vois, il la respecte, il l'aime. Mais moi, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à le regarder sans sentir toute la colère remonter. Je ne veux pas être ce frère qui fout tout en l'air par fierté mal placée. Alors j'ai fermé ma gueule. Je me suis dit que si elle est heureuse, alors tant mieux. Je n'ai rien dit. Et maintenant, il se marie en juin. Je me demande souvent, est-ce que je devrais lui pardonner? Juste parce qu'il va devenir mon beau-frère? Est-ce que je suis un enfoiré de rester figé dans la haine? Ou est-ce que c'est normal de ne pas pouvoir tourner la page aussi facilement quand on a vécu un enfer? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que même si je ne l'aime pas, je ne veux pas gâcher la vie de ma sœur. Alors je prends sur moi. Je serre les dents. Et j'espère qu'un jour, peut-être, la douleur s'apaisera. Ma vie a basculé en un seul soir, à cause d'une simple altercation. Dimanche dernier, j'ai décidé de faire un truc que je ne fais jamais, sortir boire un verre en public. Je suis allé seul au bord de mer, juste pour me changer les idées, socialiser un peu. Et contre toute attente, j'ai même réussi à avoir le numéro d'une fille. C'était une bonne soirée. Je me sentais bien. Vers minuit 30, je commençais à fatiguer et je voulais rentrer. En me frayant un chemin à travers la foule de gens un peu éméchés, je suis tombé sur un type plus âgé, visiblement en train de rendre un groupe de filles mal à l'aise. Il tenait l'une d'elles par le poignet, fermement. Ça se voyait que ce n'était pas voulu. Personne ne semblait réagir, à part ses amis. Et moi. Je ne voulais pas m'en mêler.
Vraiment pas. J'ai essayé de passer à travers eux, de les séparer discrètement, comme si je sortais naturellement de la foule. Énorme erreur. Le gars a capté tout de suite. Il m'a poussé dans le dos, en public, devant tout le monde. Humiliation totale. Je me suis relevé, figé. J'étais là, debout, incapable de faire un pas ni de partir. Une seconde plus tard, il m'a frappé. Il ne m'a pas juste mis un coup. Il m'a littéralement démonté. Je ne me souviens même pas de ce qu'il a dit, ou s'il a dit quelque chose. Un seul coup a suffi à me mettre au sol. Et d'après les témoins, il m'a roué de coups pendant 2 bonnes minutes. Depuis, je n'ai pas quitté ma maison. Je me sens vidé. Brisé. Comme si quelque chose en moi s'était effondré ce soir-là. J'ai beau tourner ça dans tous les sens, je ne comprends toujours pas comment ça a pu dégénérer aussi vite. Je voulais juste rentrer. Je voulais juste faire ce qu'il fallait, sans faire de vagues. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. C'est comme si j'étais un étranger dans ma propre peau. J'envisage sérieusement de commencer une thérapie. Parce que je ne sais pas comment recoller les morceaux de ce que je ressens. Ce n'est pas juste une bagarre que j'ai perdue. C'est un PAN entier de ma confiance qui s'est envolé. Et non, je ne sortirai plus boire. Plus jamais. Je suis en train d'assister, sans vraiment savoir quoi faire, à la chute mentale d'une femme sur Internet. J'ai trouvé son compte Instagram un peu par hasard, et depuis, je regarde tout ce qu'elle poste. Ce n'est pas par moquerie, ni par curiosité malsaine. C'est plus comme une inquiétude silencieuse, une fascination triste. Elle filme des vidéos où elle parle seule, parfois en boucle, parfois sans aucun contexte. Elle dit vivre dans une ville où personne n'a d'empathie, elle parle d'abus narcissiques, prétend être conseillère, mais ses propos sont incohérents. Elle filme des gens dans les couloirs de son immeuble, les accuse de choses incompréhensibles, elle semble totalement coupée de la réalité. Le plus troublant, c'est qu'elle affiche tout. Son visage, son adresse, des vues de son parking, même le nom de sa rue. J'ai vérifié sur Google Maps, c'est bien là. Elle n'a aucun abonné, personne ne commente, mais comme je regarde toutes ces vidéos, l'algorithme me les propose en continu. C'est devenu une sorte de rituel, je regarde et je me demande si je dois intervenir. Je vis dans un autre pays, mais elle est au Canada. Je me suis demandé si je pouvais appeler la police là-bas, demander un contrôle de bien-être, quelque chose. Je ne sais pas si j'en ai le droit, ni si ce serait pris au sérieux. Elle ne semble pas violente, mais elle se perd en direct, chaque jour un peu plus. Je suis partagé. Est-ce que je devrais respecter sa liberté et ne rien faire? Ou est-ce que rester là, passif, à regarder en silence, ce n'est pas déjà une forme de lâcheté? Je ne sais pas si quelqu'un d'autre la voit, si quelqu'un dans sa vie s'inquiète pour elle. Peut-être que non. Peut-être que je suis le seul à remarquer. Et c'est ça qui me dérange le plus. J'ai 52 ans. L'année dernière, après ma séparation, j'ai quitté ma ville pour recommencer ailleurs. Le déménagement a été difficile. Mon mari était parti depuis peu, je n'avais pas les moyens d'engager une société, et je me suis retrouvé à tout porter seul, dans une maison où la moitié de mes affaires traînaient encore dans le jardin. C'est dans ce contexte que je l'ai rencontré. Un jeune homme, la trentaine bien entamée, passait devant chez moi. Il m'a vu galérer et m'a spontanément proposé son aide. J'ai accepté sans hésiter. Il a tout porté avec une facilité déconcertante, pendant que moi, épuisé et un peu vidé, je regardais en silence. Quand tout a été terminé, je lui ai proposé de rester prendre un thé. J'aimerais dire que c'était un geste innocent, mais au fond, je crois que j'avais besoin de ce moment. Besoin de présence, de chaleur humaine. D'un regard différent, aussi. J'étais dans une période où je me sentais invisible, et je crois que j'avais besoin, juste une fois, de me sentir à nouveau femme. Il est resté. On a parlé, beaucoup. Il était gentil,
drôle, attentionné. Puis c'est venu naturellement. Un baiser, une main sur la joue, une caresse. Il n'y avait ni pression, ni malaise. Ce n'était pas prémédité, mais aucun de nous ne s'est retenu. On est monté dans ma chambre, et on a passé la nuit ensemble. Ce que j'ai ressenti ce soir-là, c'était un mélange de douceur, de désir, de fragilité. J'avais besoin de reconnecter avec quelque chose de vivant en moi. Ce n'était pas une histoire d'amour, et je le savais. Mais c'était un moment vrai, et j'en avais besoin. Le lendemain, il s'est habillé, on a pris un café, je l'ai remercié pour tout, pour le coup de main, pour la tendresse, pour la sincérité du moment. Il m'a souri, m'a embrassé sur la joue, et il est reparti. On ne s'est pas revu. Je ne sais pas ce que ça représente exactement pour lui, mais pour moi, ça a été un tournant. Un rappel que, même après une chute, même après des années de routine et de silence, je peux encore être désirée. Vivante. Présente. Mon problème avec l'alcool est tellement grave qu'il y a 3 mois, ma mère m'a dit de faire mes valises et de venir m'installer chez eux, elle et mon père, le temps de me soigner. Ils sont venus m'aider à vider tout l'alcool de mon appart, et ils m'ont même laissé finir les bières du frigo comme une espèce de dernier verre d'adieu. J'ai pris un sac et je me suis installé dans leur sous-sol aménagé, un endroit sans alcool, pour autant de temps que nécessaire, jusqu'à ce que je me sente capable de revivre seul. Au bout de 3 jours, je ramenais déjà de l'alcool en cachette chez eux. Je me saoulais en douce, une fois qu'ils dormaient. J'avais mis au point tout un système pour planquer les bouteilles vides, mais parfois je n'arrivais pas à les sortir et je les cachais dans la maison avant d'oublier où. Ils en ont trouvé au moins 3 fois. La dernière fois, ils m'ont prévenu, encore une seule goutte d'alcool ici, et tu dégages. Plus de discussion. Alors ce soir, après environ 2 semaines sobres, je suis allé au magasin d'alcool. J'ai acheté 2 bouteilles, une très chère bouteille de scotch et une autre à 20 balles. Une pour faire illusion, l'autre pour m'éclater. En rentrant, j'ai planqué la bouteille cheap sous le siège de la voiture. Puis je suis entré dans la maison, la bouteille de scotch bien visible à la main. J'ai appelé mes parents dans la cuisine et je leur ai sorti un petit speech. Un collègue m'a offert ça en revenant de vacances, avec un cigare, c'est un super bon scotch, très cher. Je savais pas quoi faire, j'ai eu honte de lui dire que je bois plus, alors je voulais juste être transparent avec vous, vous montrer que je l'ouvre pas, et que je vous le confie. Papa, peut-être que tu pourras l'offrir à quelqu'un ? Ils m'ont dit qu'ils étaient fiers. Qu'ils voyaient que je faisais les bons choix. Mon père a pris la bouteille pour la donner aux voisins. Ils m'ont félicité. Ils avaient l'air soulagés. C'était mon plan. Un appât à 80 € pour détourner leur attention. Leur faire croire que je suis sérieux, que je suis sur le bon chemin, pour qu'ils ne cherchent pas à savoir si ce soir encore je bois. Comme ils le font chaque soir. Discrètement, mais systématiquement. Et ça a marché. Ils dorment profondément, là-haut. Et moi, je suis dans le sous-sol, à mi-chemin de ma bouteille de whisky pas cher, en train de taper ces lignes. J'ai découvert que la femme que je fréquente depuis 2 semaines est trans, et pour être honnête, je suis un peu paumé. On se voit depuis peu, 4 rendez-vous jusqu'à présent. On s'entend super bien, on rigole beaucoup ensemble, et je la trouve vraiment très belle. Il y a une vraie connexion. Hier, elle m'a dit qu'elle devait me parler de quelque chose d'important. J'ai dit « vas-y ». Elle m'a alors appelé en visio et m'a expliqué qu'elle était trans. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été très surpris, mais j'ai gardé mon calme. Je lui ai dit que je voulais toujours la voir, mais que j'avais besoin de temps pour digérer la nouvelle. Et c'est vrai. Je n'ai jamais été dans cette situation. Je n'ai jamais rencontré ou fréquenté une femme trans auparavant. Et même si je la trouve attirante et que je l'apprécie sincèrement, je dois être honnête avec moi-même, je ne pense pas être attiré par les personnes avec un pénis. Je pense avoir bien géré sur le moment. J'ai été respectueux, je n'ai pas fui ni coupé court. Mais depuis,
Je tourne tout ça dans ma tête. Ce n'est pas une question de jugement, ni de peur. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais j'ai envie de prendre le temps de réfléchir sans me précipiter, ni me mentir, ni lui manquer de respect. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.